Chaque jour, ils construisent le Web3 selon leur vision et leurs convictions. Dans Behind the Chain, des builders passionnés vous partagent leurs expériences et leurs conseils pour réussir, vous aussi, dans le Web3. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et à en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute! Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Pierrick Torasso. Il est le dirigeant de la SAS Enlien, qui est une startup Web3. Comment tu vas, Pierrick? Bonjour Romain, écoute, je vais bien. Merci pour cette invitation et j'espère que tous ceux qui nous écoutent vont bien également. Effectivement, on leur souhaite. Et comme tu le sais, on commence tout de suite dans le vif du sujet dans le podcast avec la première question. Est-ce que tu peux me présenter le début de ton parcours professionnel avant ta rencontre avec le Web3? Oui, bien sûr. Alors, écoute, moi j'ai une carrière qui est orientée création de leviers de croissance dans l'univers des jeux d'argent, dans l'univers des casinos, dans le marché des casinos physiques et dans le marché des jeux online. Mon job, il consistait à créer des leviers de croissance pour augmenter la fréquentation, en fait, soit des plateformes de jeux en ligne, soit des resorts casinos, en créant des outils marketing et notamment en utilisant le poker Texas Hold'em. Et pour ça, j'ai parcouru toute la planète avec un peu plus de 350 tournois internationaux, festivals internationaux organisés dans de nombreux pays en Europe et en Afrique. Ok, écoute, hyper intéressant. On aura l'occasion, je pense, d'y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode, voilà, peut-être pour faire un parallèle avec l'univers crypto, justement. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais me parler de ta rencontre avec le monde du Web3? Ma rencontre avec le monde du Web3, elle se déroule dans les casinos. En fait, en 2012, on est j'ai pas mal de personnel avec qui je travaille, des croupiers, des floors et des joueurs pros. Et au détour d'une conversation, j'entends 2 joueurs pros que je connaissais bien qui parlent de Bitcoin et qui doivent se rendre au championnat du monde à Vegas avec des sommes assez importantes. Et l'un de ces joueurs pro, l'une de ces joueuses pro en l'occurrence, parle avec les autres et leur dit que cette année, pour éviter des frais bancaires assez importants, elle va faire des transactions en Bitcoin. Du coup, je vaque à mes occupations et puis le soir, un petit peu, on discute avec les personnels, avec les croupiers pendant qu'on mange. Et puis on parle justement un peu de Bitcoin et c'est un petit peu l'inconnu pour tout le monde. Et puis, il y a quelques échanges qui se créent à ce moment-là. Donc, on est en 2012-2013, voilà. Alors écoute, ce que je trouve en tout cas très intéressant, c'est que finalement, ça part d'un cas d'utilisation très concret et finalement d'un pain point, quoi, qui était la difficulté de transférer des fonds à l'étranger sans payer beaucoup de frais. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et alors maintenant, si on avance un peu dans ton parcours, comment tu en es venu de cette réalisation-là et de l'utilité que pouvait avoir une crypto-monnaie, en l'occurrence le Bitcoin, pour ensuite créer tes propres projets avec ta société dont on a parlé en intro qui s'appelle Enlien et qui porte aujourd'hui plusieurs projets, dont notamment Metabank France, Leafies, etc. En fait, si tu veux, à ce moment-là, je comprends pas vraiment ce que c'est, moi, Bitcoin. Et donc, pendant 2-3 ans, je vais m'y intéresser, mais de loin, tu sais, en lisant un petit peu des articles à droite, à gauche. Et en 2016-2017, là, je commence vraiment à comprendre la puissance de la décentralisation. Mais vu que je travaille aussi dans de nombreux casinos français, j'ai des rapports privilégiés avec les renseignements généraux et je m'aperçois de pas mal de contraintes au niveau des jeux en termes de réglementation et je me dis vu la difficulté qu'il y a à pouvoir monter un business dans l'univers des casinos, je ne vois pas comment le Bitcoin pourrait devenir un jour une monnaie ou un moyen d'échange autorisé par les gouvernements, notamment en France. Et je me dis, ce serait super de monter un projet qui permette de conserver la philosophie de Bitcoin, mais de tenter de battre sa volatilité. Parce qu'à ce moment-là, je me dis plusieurs choses. Je me dis d'abord, donc les autorités, je vois ce qui se passe dans les jeux, et celui qui pense que les gouvernements vont perdre le contrôle de l'argent au profit de Bitcoin et de la décentralisation, c'est que mon avis, je pense qu'il se trompe très très lourdement. Et en même temps, je me dis, Madame Michu, je suis pas certain qu'elle accepte d'être payée. Madame Michu comptable, elle a
elle va peut-être pas accepter d'être payée en Bitcoin le vendredi soir à l'équivalent de 2000 euros et prendre le risque de se réveiller le matin avec un gars comme Elon Musk qui décide de plus accepter le paiement sur le Bitcoin sur Tesla et qui va voir le cours dégringoler pour se réveiller au petit matin avec 1200 balles. Et donc, ça renforce vraiment cette vision que j'ai où je me dis... le grand public n'utilisera pas les crypto-monnaies à cause de la volatilité. Par contre, le grand public va, à force d'acculturation, se rendre compte de l'intérêt d'être propriétaire, c'est un petit peu le mot qui revient, mais d'être propriétaire véritablement de son argent, parce que je constate que j'ai beaucoup de joueurs de poker qui se déplacent dans des tas de tournois et à chaque fois, c'est la même chose. Oui, la banque n'a pas voulu que je retire plus de 2000 euros ou plus de 1000 euros. Il a fallu que je m'y prenne 3 semaines à l'avance ou 15 jours à l'avance. Et je me rendais bien compte que toute cette population représentait finalement un vivier qui est assez représentatif en fait de la population et que le Web3 venait solutionner ce problème en permettant de faire les transactions que l'on souhaite quand on le souhaite, sans contraintes horaires ni de contraintes financières très lourdes. Et je me suis dit, essaye de créer quelque chose, essaye de proposer déjà à quelques personnes de t'associer dans ce projet pour voir s'ils y croient. Et puis ensuite, essaye de proposer un projet qui va, au maximum de ma vision, respecter cette philosophie de décentralisation, tout en tentant de battre cette volatilité. Et là, je me suis dit, si on arrive à réunir ces deux ingrédients-là, il y aura sans doute un marché qui va s'ouvrir avec les nouvelles générations qui chaque année apprennent des nouvelles choses et se mettent à l'utilisation justement de ces actifs numériques, quoi. Bien sûr, on comprend mieux et merci beaucoup pour cette explication très très claire de ces problématiques de volatilité qui peuvent effectivement freiner l'arrivée de nouveaux acteurs et peut-être des retails dans les cryptos. Alors justement, comment aujourd'hui tu réponds à cette problématique avec les projets que tu mènes? On a eu l'idée de se dire qu'est-ce qui n'est pas volatile? En fait, on a pris le chemin à l'envers. J'ai pris le chemin à l'envers. Et je me suis plutôt dit qu'est-ce qui n'est pas volatile et qu'est-ce qui est autorisé par l'État en tout cas à ce jour, c'est l'euro. Et donc j'ai commencé à réfléchir en me disant il faudrait réussir à créer un euro numérique qui va répondre à toutes les contraintes réglementaires et toutes les normes et la réglementation en règle générale. Et je me suis dit, grâce à la technologie, on va pouvoir sans doute créer aussi un token de gouvernance qui va permettre en fait de conserver l'aspect, ce que je disais tout à l'heure, la force de la philosophie du Web3 et avec un euro stablecoin qui lui va battre la volatilité. Et donc on a créé un écosystème basé autour d'un exchange avec l'on-ramp et l'off-ramp d'un stablecoin qui est backé en 1 pour 1 auprès de la banque de l'UBAC, donc quelque chose de relativement classique. Mais je l'ai pensé comme un service, pas comme un produit qui se vend, mais comme un service. En me disant, je ne vais pas chercher à gagner d'argent ni sur le on-ramp, ni sur le off-ramp, ni sur quoi que ce soit, en fait, autour de ça, pour être certain d'assurer en permanence son équilibre en 1 pour 1. On s'est rapproché à l'époque, ils ont changé de nom hier, mais en fait, c'est toujours les mêmes interlocuteurs, c'est KPMG, qui s'occupe en fait de toute la partie audit du stablecoin, c'est-à-dire de confirmer la parité en 1 pour 1. On a présenté le projet en fait dans différentes structures d'aide à la création d'entreprises. Alors pour rien me cacher, on a été pris de très 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 haut par tout le monde. Personne n'a voulu nous aider en nous disant que ça ne marcherait jamais, que la crypto allait s'effondrer, que Bitcoin ne valait rien. On a eu tous les stéréotypes que tu peux entendre autour de l'environnement, du grand banditisme, du blanchiment d'argent, etc., etc. Et là, je me suis dit, je me positionne comme un visionnaire. Du coup, c'est normal qu'on puisse pas me suivre. Et donc, à côté de cet exchange et de ce stablecoin, on a créé du coup le token de gouvernance qui permet en fait aux holders d'avoir cette puissance sur l'évolution du projet et notamment sur les manières dont on va faire travailler le collatéral. Puisque nous, notre business model en fait, vu qu'on l'a conçu comme un service, il fallait qu'on trouve un moyen de gagner de l'argent. Et en fait, on s'est dit mais ce qu'on va faire, c'est que les gens qui vont acheter du stablecoin, on va leur demander s'ils nous autorisent à faire de l'asset management de la somme qui est sur le compte de collatéral. Alors évidemment, quand tu fais de l'asset management, il y a une prise de risque,
Et donc, on s'est dit, bah voilà, on va proposer cet asset management et de l'autre côté, bah, on va locker les stablecoins pour la même durée. Et eux, on va les placer dans des pools de liquidités. Et en fait, très rapidement, on est arrivé sur un business model qui permettait en fait au holder de récupérer 75% de ce que nous, on allait placer de son argent sur les marchés traditionnels et sur les marchés DeFi. Ensuite, on s'est dit ça, c'est notre premier jet. Donc ça, c'était MetaBank France, qui est disponible sur Polygon. Donc il y a un site internet, etc. Et ce produit, il a vocation de s'adresser à l'industrie des jeux d'argent, qui soient physiques ou terrestres. Et on parle évidemment des casinos, on parle du poker, on parle des courses hippiques, on parle des paris sportifs, on parle des bingos, on parle des lotos, puisque nous, on a une vision internationale et on se limite pas uniquement au marché français des jeux d'argent qui comporte pas mal de contraintes. Et puis, on avait l'objectif également de se dire bon bah super, on a une DApp qui est super. Cependant, on a besoin aussi d'un layer one maintenant. Et donc, on a eu l'opportunité en fait, grâce à Julien Sirten, qui est un de mes associés, JSE Capital, très proche de Avalanche, bah, de profiter de la mise à jour d'Etna. Je pense que tu en as entendu parler, qui est assez récente. Et on a décidé de se lancer dans l'aventure et de créer en fait un second exchange qui lui s'appelle Leafies, qui est un exchange basé sur notre propre blockchain non permissionné, qui s'appelle Leafies également, et dans lequel on va retrouver le stablecoin et le token de gouvernance, et évidemment aussi un token natif pour tout ce qui est gas fee. Ok, bah écoute, merci pour cette présentation détaillée. Et puis j'en profite aussi pour passer le bonjour à Julien, puisque c'est grâce à lui que cet épisode se fait. Voilà, il nous a mis en relation et voilà, je l'en remercie beaucoup. Du coup, je voulais aussi te demander, bon voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites dans votre projet. Et j'imagine que la roadmap, elle est bien entendu ambitieuse. Voilà, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu quelles sont les prochaines étapes clés de tes différents projets? Alors oui, effectivement, il faut tout relativiser. Le projet est ambitieux. J'aime rappeler quelque chose, et je veux surtout pas que ce soit mal interprété par qui que ce soit à l'écoute, mais on a deux limites que celles qu'on s'impose. L'ambition, c'est quelque chose de très très personnel. En fait, finalement, trouver quelque chose d'ambitieux, c'est un jugement personnel qui est lié à nos propres compétences et notre propre savoir-faire. Et on va juger qu'un projet est ambitieux parce que on se rend peut-être on se dirait je n'arriverai pas à le mener. Mais en fait, va demander demain, alors je me compare pas, mais je donne cet exemple, mais va demander demain à Elon Musk de monter un stablecoin. Bon, bah, il va pas trouver ça très ambitieux, ça va le faire marrer. Il va s'amuser, il va mettre un billet et il va développer. Va demander à quelqu'un qui est en grande difficulté au Sahel, il va te trouver ça extrêmement ambitieux. Du coup, moi, je pense que c'est un projet qui correspondait en fait à tout ce sur quoi j'avais travaillé, puisque j'ai bientôt 50 ans. Et en fait, j'ai trouvé cohérent de capitaliser sur mon expérience dans les jeux. Et puis, c'est un peu une suite tout à fait normale. Tu peux me revenir à ta question parce que là, je l'ai. Non, ma question c'était, voilà, bon, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été développées dans votre projet, et puis bien entendu, il y a encore beaucoup de choses, j'imagine, qui vous attendent. Est-ce que tu pourrais nous donner, voilà, les quelques grandes étapes clés de votre roadmap? Alors, bah, 2024, comme tu l'as compris, c'était une année qui a été l'année en fait de la création des bases, une année de tech, comme je le disais tout à l'heure, avec le Layer One notamment. 2025, c'est une année qui est dédiée à l'onboarding et à la mise en conformité. On est en conformité aujourd'hui, on est borderline. Je le cache pas, mais du bon côté de la bordure. Donc, on a commencé en fait à réaliser des notes avec nos conseils sur la mise en conformité. Et deuxièmement, le fait que la banque de Lubac nous soutienne ouvertement en termes de comptes d'exploitation, de comptes de collatéral ou de comptes en actifs numériques. On sait que eux ont des obligations réglementaires aussi extrêmement strictes. Et donc, on va s'atteler à 2025 justement à obtenir cet agrément MiCA. Donc ça va nous prendre du temps. Et la deuxième chose, c'est que 2025, bah, c'est l'année de l'onboarding parce qu'on a fini 2024 avec une opération test dans les marchés des jeux en ligne. On voulait vérifier un petit peu s'il y avait une accroche de par les joueurs. Et en fait, bah, on a fait une opération qui s'est avérée être un très très gros succès au-delà de nos espérances le 31 octobre, où on a fait simplement un tournoi en ligne, un tournoi de poker 100% gratuit évidemment. Nous, on ne demande jamais
de rien payer, sinon on serait hors cadre réglementaire. Et on a récompensé les joueurs avec notre token de gouvernance. Et puis on s'est aperçu que ça avait plu. Et donc l'année 2025, la deuxième grande étape, c'est l'onboarding, donc des airdrops, donc pas mal de surprises, et notamment dès le week-end du 31 janvier et du 1er février à CryptoXR, où on va faire quelques annonces, et je peux pas te les dévoiler ici, sinon je gâcherai la surprise. Ah, bien entendu, bah écoute, voilà, c'est un petit teasing, et puis on attendra effectivement CryptoXR pour savoir quelles sont ces belles annonces à venir. Top. Alors ce que je te propose maintenant pour la dernière partie de l'épisode, c'est qu'on aille sur des questions un peu plus personnelles. Alors la première, on en a déjà un petit peu parlé en tout début d'épisode, mais voilà, toi tu es un expert reconnu dans le monde du poker à la base. Est-ce que tu peux nous donner les quelques parallèles qui t'ont frappé entre justement le monde du poker et celui des cryptoactifs? Eh bien, des parallèles, si tu veux, ils sont très nombreux, il y en a des centaines. Tout d'abord, au niveau du comportement d'achat. Quelqu'un qui achète des crypto-monnaies ou des actifs numériques, c'est souvent, alors je vais faire des généralités évidemment, c'est souvent quelqu'un qui veut en tirer un bénéfice substantiel d'ici 3 à 6 mois. Mais ça, en fait, dans l'univers des jeux, ça s'appelle un pari. Quelqu'un qui espère gagner quelque chose, qui parie sur un actif numérique, c'est quelqu'un qui a un comportement d'achat de parieur. Il s'avère que en 2010, j'ai rédigé une recommandation stratégique pour le groupe PMU.fr, et j'avais fait une étude sociodémographique sur les comportements d'achat, sur l'âge médian, sur la répartition homme-femme, sur le salaire médian, sur des tas de critères. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire la même étude en récupérant notamment des données qu'on peut retrouver sur les rapports de l'ADAN, sur des rapports de KPMG, sur différents rapports. Et en fait, je me suis rendu compte que à 0,1 ou 2% près, ça matchait exactement. Donc du coup, on avait une cible qui a le même âge et le même comportement d'achat dans deux marchés qui sont finalement des marchés cousins. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais il y a énormément de joueurs de poker pro qui donnent des conférences dans les entreprises auprès des commerciaux. C'est-à-dire qu'il fait vraiment du management en expliquant comment est-ce qu'on investit un jeton dans un pot. C'est pas pour voir, c'est pour en gagner 2. Sinon, je n'en mets pas un. Sur la gestion des émotions, sur la gestion de bankroll, sur tout un tas de critères, en fait, qui étaient similaires. Et d'ailleurs, le token de gouvernance du projet permet aussi de télécharger des contenus online, soit sur le poker, soit sur la DeFi, qui sont réalisés par des joueurs de poker professionnels ou des champions du monde même de poker, comme Vanessa Elbwick, qui est notre marraine, championne du monde 2010, je crois, qui intervient également régulièrement auprès d'entreprises en termes de coaching. Et puis, au vu de toutes ces caractéristiques, on s'est dit, c'est exactement notre cible. Écoute, merci pour d'avoir partagé en tout cas ces quelques parallèles. Je trouve ça vraiment passionnant. Voilà, moi aussi étant un joueur de poker, à mon petit niveau, je comprends tout ce que tu dis, et je n'avais jamais forcément fait les parallèles avant qu'on se rencontre. Et mais non, effectivement, ils sont ils sont vraiment parlants. Alors, ce que je voulais te proposer aussi, c'est que alors ça fait déjà quelques temps que tu es sur ton projet. J'imagine que tu as déjà pas mal de retours d'expérience à nous partager. Mais si tu devais nous donner peut-être 2 ou 3 conseils que tu aimerais partager à d'autres entrepreneurs Web3 qui sont en train de lancer leur projet, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? J'aimerais leur dire, ne privilégiez pas la tech, privilégiez l'UX et l'UI. Les fonctionnalités, en fait. C'est-à-dire que il faut pas développer pour développer, ça coûte vraiment beaucoup d'argent, la tech. Il faut avoir un raisonnement, d'abord raisonnement utilisateur. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, tu vois, je vais prendre cet exemple. On est capable, nous aujourd'hui, c'est même pas qu'on est capable, on te crée ton wallet à partir d'une adresse email. C'est-à-dire que tu vas rentrer ton adresse email, ça va te créer un wallet directement. Et ensuite, tu vas pouvoir faire tous tes échanges à partir de cette adresse email. C'est-à-dire que moi, je vais être dans tes coordonnées, tu vas rentrer pirek.torasso@wanadoo.fr, et tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne la blockchain, comment fonctionne un wallet, comment fonctionne MetaMask. On a vraiment eu un raisonnement utilisateur. Et je pense, c'est que mon avis, je peux me planter, mais je pense qu'il faut pas développer de la tech pour développer de la tech dans tous les sens, parce que d'une part, tu maîtrises pas tes budgets. Nous, ça nous a bien coûté 15 à 20% de plus que ce qu'on avait estimé au départ, comme tout projet de toute manière. Et si en fait on s'était pas positionné comme ça sur le contrôle du budget, le projet serait déjà mort, parce qu'une boîte comme la nôtre, tu penses bien qu'elle a été créée, le projet a démarré en 2019, la boîte est créée depuis mai 2022, et depuis tout ce temps-là, on fonctionne 100% en fonds propres, d'accord? Pas de chiffre d'affaires.
Nous, on est un projet qui se positionne extrêmement capitalistique. Notre approche, c'est pas de dire l'année prochaine je fais 1 million et dans 2 ans je fais 5 millions. Notre approche, elle est de dire qu'est-ce que vaut une banque Web3 dans 5 ans qui a 500 000 clients sur le marché. Et donc du coup, le raisonnement, il a été de dire voilà, c'est un marathon, c'est pas un sprint, on doit s'inscrire dans la durée. Et donc si j'avais un conseil à donner, et encore une fois, je suis personne pour donner des conseils, c'est que mon avis, je serais extrêmement vigilant à privilégier l'UX et l'UI avant de privilégier la tech. Bah écoute, c'est bien noté et je pense aussi dans cette logique capitalistique, ça peut être intéressant que tu nous dises un mot aussi sur, tu sais, comment tu as constitué ton équipe clé, on va dire tes associés. On en a parlé un peu quand on préparait l'épisode et voilà, je pense que c'est intéressant de nous parler un peu de ça. Alors les associés, bah c'est assez. Tu l'as compris, moi j'ai un profil donc qui vient pas de la tech, hein, moi j'ai un profil qui vient du marketing commercial. Et en fait, lorsque j'arrête le poker en 2015, parce que j'ai l'opportunité de rejoindre un groupe en tant que directeur général dans l'audiovisuel, qui me permet de travailler justement, de faire 35 heures par semaine, hein, dans l'absolu. Du coup, de me dégager pas mal de temps pour bosser sur mes projets perso. Et j'en parle un petit peu autour de moi, comme je te disais, j'en parle à des copains. Et là, j'ai un premier copain qui, lui, a 55 ans à l'époque, donc bientôt 60, et qui me dit je comprends rien, mais ça a l'air vachement intéressant, je mets un billet. Et puis, j'ai un deuxième pote qui, lui, a 30 ans, qui dit moi, j'investis régulièrement, je mets de l'argent, en tout cas régulièrement, dans des cryptos, je mets un billet aussi. Et donc, on part à 3 dans une aventure où on a mis 20 000 balles et on crée le projet. Et puis, au fur et à mesure, on rencontre, on se bouge beaucoup. Hein. Ça, c'est aussi un deuxième conseil, c'est il faut jamais rester dans son coin. Il faut être actif en mouvement en permanence. Et à force de rencontres, comme je te disais tout à l'heure, où certains institutionnels nous ont vraiment fermé la porte, on rencontre un bonhomme par-ci, un bonhomme par-là qui dit venez m'expliquer un peu plus parce que je comprends pas tout. Et là, on tombe sur un type qui a 80 ans, qui est un ancien industriel dans la découpe, dans la création de genre de robots de découpe, et qui nous dit putain, je trouve votre projet dans sa globalité, j'adore. Et donc, je vais mettre un billet. Et lui, par contre, il nous dit tout de suite, je comprends que vous devez protéger votre table de capitalisation. Et donc, il met 40 000 euros contre 1% de la boîte, ce qui nous donne un sacré souffle. Ça nous permet de lever de l'argent auprès de la BPI, autour de la French Tech, hein, pour avoir une subvention. On développe. Et puis évidemment, quand tu développes et que tu communiques, tu rencontres d'autres investisseurs. Ensuite, j'ai donc rencontré Julien, puisque suite à une des présentations, je rencontre la Banque de Lubac. La Banque de Lubac m'invite à l'inauguration de ses bureaux à Lyon, et je rencontre Julien, qui est également invité en tant que formateur d'une partie des personnels de la banque. On échange, le courant passe bien. Il se passe 3 semaines, on reprend contact, et puis très rapidement, Julien se dit j'aime bien le projet. Il correspond à mes valeurs en termes de positionnement, en termes d'offres, en termes de vision. Et donc, il rentre aussi dans le capital. Et là, pour nous, c'est un vrai virage parce que c'est la première fois qu'on a un expert en actifs numériques et en crypto qui dit ça. Tout ce qui est derrière, ça tient la route. Et du coup, ça nous renvoie énormément d'énergie parce que notre crainte, c'était un petit peu d'être très mal reçu par les utilisateurs du Web3 parce qu'on n'avait pas de légitimité. En fait, on se lançait dans un projet un petit peu par vision perso plutôt que par expérience. Et là, Julien a apporté énormément. Alors, je parle pas que d'argent, hein, je parle de compétences, de connaissances, de réseau, de tout ce que tu veux. Et puis, on a continué d'avancer, et puis on a rentré comme ça des actionnaires au fil de l'eau. Et ce qu'on va annoncer notamment, je vais te teaser un petit peu pour CryptoXR, ça sera, c'est un très très gros investisseur. On parle en centaines de milliers d'euros, et on attend simplement en fait la dernière signature avant de communiquer dessus. Donc voilà un petit peu comment on a su lever de l'argent en prenant notre temps, et en étant rassurant. Et je crois que ce qui a aussi rassuré, c'est les fonctionnalités, en fait l'utilisation qu'on voulait faire de cet euro numérique au départ, et qu'on pouvait justement utiliser en capitalisant sur ma propre expérience et mon réseau, parce que dans le poker, je vais rester très modeste, mais si tu tapes Pierrick Torasso Poker, tu vas voir
voilà, j'ai envoyé du très 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 lourd. Voilà, j'ai monté des événements avec Eurosport, j'ai eu mes émissions télé, j'ai fait les couvertures de magazines et j'écrivais, je conceptualisais, je vendais. Ouais, c'était assez important. Donc du coup, c'est un marché que je connais très bien, mais c'est un marché qui me connaît également très bien. Et ça, justement, ça nous a permis de prendre notre temps et d'avoir une vraie vision d'utilisation. Parce que je pense que ce qu'il faut également aussi, c'est qu'il y ait vraiment une utilité, en fait. C'est vraiment la base du Web3 pour un token comme pour une crypto. Et donc, voilà un petit peu notre démarche. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour voilà pour ta transparence et bon voilà pas tout le monde le fait. Tu nous as donné beaucoup de détails quand même sur des choses qui voilà qui sont assez personnelles, qui sont presque limite confidentielles. Donc voilà, merci de le faire et je pense qu'en tout cas c'est un bel exemple de voilà comment un projet se lance, comment on trouve les personnes clés dès le départ, voilà la curiosité qu'il faut avoir, le fait qu'il faut se bouger, qu'il faut rencontrer du monde et qu'après il y a aussi de la sérendipité quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les choses doivent se faire elles se font parfois inattendues, etc. Donc, ouais, Ouais. en tout cas, moi j'aime beaucoup. Je vais juste ajouter une chose sur ce que tu as dit. En fait, si tu veux, la transparence, c'est essentiel. On est dans le Web 3. Le Web 3, c'est un milieu qui est déjà émergent, assez compliqué, avec pas mal de scams. Mais le Web 3, c'est la transparence. Et du coup, je pense que tous les porteurs de projets, en fait, devraient être transparents. Tu dois avoir rien à cacher. Nous, on a écrit un white paper pour les fees, un white paper pour MetaBank. Tout ça, c'est en téléchargement sur nos sites internet. Les decks sont en téléchargement. Si tu veux, c'est vraiment ultra transparent. On n'est pas du tout dans la notion, ah, si j'en dis trop, on va me piquer mon idée. En plus, bon, nous, on est dans deux marchés d'expertise, hein, le marché des cryptos et le marché des jeux. C'est une double expertise, sinon tu peux pas matcher. Les jeux, c'est un milieu très complexe, très mature, qui fonctionne très très bien, dans lequel tu rentres pas comme ça. Alors c'est un petit peu des garanties pour nous également, mais vraiment j'insiste, je pense que la transparence, c'est la base du Web3 en fait. Pour les partenaires, pour les utilisateurs, pour tout le monde en fait. Et c'est ça qui rassurera, c'est de montrer que tu montres pas de blanche en fait. Tu es pas là pour vendre. Nous, notre raisonnement, il est vraiment de dire, on veut changer des choses. Et du coup, il faut que je gagne ma vie, parce que sinon, je mange pas des cailloux et mes gamins non plus à la fin du mois. Mais, il faut pas être opaque. Au contraire, il faut dire, regardez, et prenez vraiment votre décision en connaissance de cause. Et puis ensuite, posez-moi vos questions, et moi, je me fais un plaisir d'y répondre. Et en même temps, ça me permet de me faire challenger et de voir si je suis bien capable d'avoir pensé à toutes les problématiques. On est bien d'accord là-dessus. Alors, le temps passe hyper vite. On arrive déjà à la dernière question de l'épisode. Alors, ce que je te propose, c'est que tu essaies de faire, si possible, une réponse assez concise. Voilà, si tu avais une feuille blanche et un crayon et que tu pouvais dessiner ton Web3 idéal, on va dire dans 10 ans, à quoi il ressemblerait? J'avais fait exprès de pas lire les questions dans le détail pour avoir la fraîcheur de la réponse. Le Web3 idéal, c'est impossible que je te réponde moi de manière concise. Déjà, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience des autorités en termes de réglementation. La réglementation, il en faut pour protéger les consommateurs, pour protéger des tas de choses, pour protéger la sécurité nationale, pour des tas d'enjeux qui pourraient faire des heures de podcast. Dans 10 ans, je pense que 80% des gens utiliseront les cryptos, en fait. Exactement comme en 2000, j'ai entendu, l'Internet ne marchera jamais. Très bonne analyse, hein, en 2025, sur ce sujet. Je pense qu'il va se passer à peu près la même chose, en fait. La crypto va rentrer dans le quotidien. Il y a des choses qui vont se mettre en place de manière institutionnelle. Et je pense qu'il faut que les gens lancent des projets avant que les États et les gouvernements empêchent ces projets d'exister. Pour justement, pour la première fois depuis que la Terre existe, il n'y a plus besoin de dépendre d'une autorité pour détenir son argent. Alors c'est quelque chose qui est très complexe à comprendre, hein, parce que là c'est inscrit dans le cerveau reptilien des gens. On dépend d'un État pour avoir de l'argent, mais non en fait, c'est plus le cas. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles gigantesque. Et j'invite tous les gens qui ont des projets à essayer, parce que finalement, que ça marche ou ça marche pas, tu t'en fous. Si t'as donné le meilleur de toi, tu t'en fous que les autres ça leur plaise ou ça leur plaise pas. T'as fait ce que t'avais à faire. Bon, ça plaît pas, mais t'as donné le meilleur de toi. Et t'as essayé de créer quelque chose et de proposer quelque chose. Et aujourd'hui, à 50 ans, tu vois, j'ai toujours cette niaque, hein, moi j'ai entrepris beaucoup, qui dit voilà, je m'en fous des autres. Je fais du mieux que je peux. Et puis si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, tant pis. Ça me regarde pas en fait. Faites les Merci choses pour ce beaucoup. qu'elles sont. Ne faites pas les choses pour ce qu'elles seront. Mais écoute, merci beaucoup pour ta réponse. Je pense que tu as bien fait de pas étudier les questions dans le détail. Je pense que c'était spontané. On sentait voilà, on a senti qu'il y avait du cœur dans la réponse. Donc, écoute, un grand merci. Et puis, voilà, merci tout court pour ta participation à l'épisode. Alors, on n'a pas vu le temps passer.
Mais Je en suis tout cas, désolé. voilà, non, écoute, c'est top. Voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses en tout cas. Voilà, j'ai découvert encore voilà, des nouvelles réponses apportées par ton projet à des problématiques réelles, voilà, dans une industrie qui est celle, voilà, des jeux, on va dire. Et donc, bah écoute, je vous souhaite le meilleur pour voilà les différents projets que tu portes. Et puis écoute, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Ouais, ben je vais dire un petit mot. Alors tout d'abord, on a parlé beaucoup de jeux. Pour nous, les jeux, c'est une niche hein, également. C'est juste en fait la phase test. Notre stablecoin, il va vraiment s'adresser au marché entier. Faut pas oublier que aujourd'hui, 99% des stablecoins sont en dollars, alors que 30% des échanges internationaux sont en euros. Donc il y a une véritable place pour un euro numérique et on va s'attacher très rapidement à proposer notre service, notamment à des spécialistes de la tokenisation immobilière et notamment certains investisseurs qui investissent dans notre boîte en vertical parce qu'ils ont bien compris l'intérêt pour eux en termes d'utilisation. Et donc, je veux te remercier beaucoup, toi. Je remercie Julien. Je remercie toutes les personnes que j'ai rencontrées qui nous écoutent et qui ne m'ont pas jugé en disant il vient pas de la tech, donc on lui parle pas. J'ai trouvé un univers cousin en fait à l'univers des jeux d'argent. Je dis souvent ça, la finance. Il y a souvent des anciens traders qui sont des excellents joueurs de poker et vice versa. On est deux marchés cousins et je suis impatient de poursuivre cette année 2025, comme je le disais, en faisant les choses pour ce qu'elles sont et puis on verra ce qui se passera. Écoute, c'est noté. On partagera, bah voilà, les liens vers ton profil, vers les différentes pages enfin, de tes projets, en descriptif du podcast. Et je te dis à très bientôt et une bonne fin de journée. Salut Pierrick. Merci à tous, salut Romain et très belle fin de journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.